Bonsoir, merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international et un nouveau thème d'actualité à décrypter avec nos invités. Restés en notre compagnie. Alors, ce lundi 27 février marque la commémoration du 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Cela fait en effet 47 ans que la cause du peuple sahraoui est portée par le Front Polisario. Le Front Polisario qui, droit dans ses bottes pendant toutes ces années, continue d'affronter mépris et tentatives du Maroc visant à entraver les efforts internationaux pour décoloniser le Sahara occidental. Le Front Polisario qui est sorti encore une fois victorieux après son dernier congrès, le 16e, avec un président et un nouveau gouvernement plus que jamais déterminés à continuer le combat sur tous les fronts jusqu'à l'obtention de l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. Nous allons évoquer la stratégie, les enjeux actuels derrière le combat du peuple sahraoui au moment où la cause du Sahara occidental ne cesse d'engranger un soutien international, disons-le, de plus en plus fort. On en parle avec nos deux invités ce soir, Oubi Bouchraya Bachir, diplomate sahraoui, et Pierre Galland, président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir messieurs, vous êtes tous deux en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 47 ans après la proclamation par le Front Polisario de la République arabe sahraoui démocratique, la détermination du peuple sahraoui à obtenir son indépendance ne faiblit pas. Oubi Bouchraya Bachir, je commence d'ailleurs avec vous. Quel bilan tirer de toutes ces années de combat en tant que cadre militant du Front Polisario, mais également en tant que diplomate? Tout d'abord, merci pour l'invitation, mais surtout pour avoir dédié cette émission au 47e anniversaire de la proclamation de la République sahraoui. C'est un peu normal, vous connaissez le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui. Merci beaucoup. Et donc, bien sûr, le bilan est là. Le peuple sahraoui, pendant ces 47 ans de lutte pour la libération de notre pays, a fait preuve d'une détermination exemplaire malgré les défis auxquels il a été obligé d'affronter. On se souvient qu'au début du conflit, c'était le partage du territoire du Sahara occidental. On était un mouvement de libération nationale qui venait un peu d'être fondé par des jeunes sahraouis, le Front Polisario. Et soudainement, après les promesses de l'Espagne de décoloniser les territoires, c'est de partager notre territoire sur les dos des Sahraouis entre le Maroc et la Mauritanie. Et depuis, c'est le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, mène une lutte de libération et a fait pas seulement preuve de détermination, de courage, mais aussi de maturité et de responsabilité. On a passé par des contextes internationaux qui sont d'une complexité, oui, mais aussi des difficultés énormes. C'était la guerre froide, mais après c'est l'effondrement du bloc soviétique. Il y a eu un moment où nous étions un peu sous une conspiration un peu internationale. Beaucoup de puissances internationales soutenaient le Maroc, mais le peuple sahraoui est toujours debout et déterminé plus que jamais pour poursuivre cette lutte. Aujourd'hui, notre lutte de libération est activée dans 4 axes de résistance principaux. Oui. C'est d'abord l'axe militaire, surtout depuis la reprise des armes suite aux violations commises par le Maroc le 13 novembre 2020, là où l'armée de libération nationale sahraoui et tout le peuple sahraoui derrière sont déterminés à poursuivre le combat dans ce front qui est le front militaire. Mais aussi, il y a le front de l'édification de l'État sahraoui qui est un peu l'antichambre de ce qu'on aura demain après l'indépendance et après la consolidation
de notre État indépendant et pleinement souverain sur le territoire du Sahara occidental. Il y a le troisième front, le troisième axe de cette libération, qui est l'action diplomatique, où bien sûr, nous jouissons du droit international qui est dans notre côté. Il y a la légalité internationale. Il y a pratiquement tout le monde qui reconnaît notre droit à l'indépendance, à l'autodétermination. Et c'est la diplomatie sahraoui qui est active partout dans le monde pour porter le message et la voix des Sahraouis que finalement, tout ce qu'ils veulent, les Sahraouis, c'est un jour de la démocratie pour décider prendre la décision souveraine sur leur destin. Et le quatrième front, c'est bien sûr la résistance pacifique sous occupation, là où notre peuple est soumis quotidiennement à des violations systématiques de la part des forces de l'ordre marocaines, qui sont des actions dénoncées systématiquement par les organisations internationales humanitaires. Donc, le peuple sahraoui, actif dans sa lutte dans les 4 fronts, est aujourd'hui déterminé à poursuivre cette lutte et on s'aperçoit comme quoi l'objectif est à notre portée aujourd'hui plus que jamais. L'objectif donc du peuple sahraoui est à sa portée plus que jamais. Oubi Bouchraya Bachir vient de le dire. Il est également important de dénoncer les dérives commises par le Maroc en matière des droits de l'homme. Pierre Galland, on connaît votre combat en faveur de la cause sahraoui. Vous êtes un fervent défenseur de la cause sahraoui depuis plusieurs années. Quel est votre constat de tout ce qui a trait à la cause sahraoui ces dernières années? Y a-t-il eu, selon vous, des avancées? Est-ce que vous les avez constatées? Écoutez, oui, elles sont nombreuses, les avancées. D'abord, un peuple uni derrière un front uni, le Front Polisario. Je pense que moi qui ai participé à tellement de soutien et de mouvements de soutien à des peuples en lutte en Afrique et en Amérique latine, je peux vous dire que c'était exemplaire en soi. Et le 16e congrès a encore témoigné de cette capacité du front de rester unis dans une perspective telle qu'elle a été décrite par Oubi à l'instant. Deuxième point, c'est que sur le plan international, au plan international, il faut savoir que dès 1975, la Cour internationale de justice de La Haye, dans son avis qu'elle rend à la demande des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, la Cour internationale précise qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre le Sahara occidental et le Maroc. Cette proclamation va amener les Nations Unies à placer le Sahara occidental parmi les territoires non autonomes au sein de la 4e commission de Genève, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui. C'est important. Et enfin, ajoutons que la Cour, non seulement africaine, mais la Cour européenne elle-même, par 3 résolutions, arrêts successifs, a précisé que le Maroc et le Sahara occidental sont 2 entités bien distinctes. Ça veut dire en clair que le Maroc est aujourd'hui puissance occupante et pas puissance administrante, puissance occupante, et que cette puissance occupante doit respecter le droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment la résolution 1514 sur le droit à l'autodétermination des peuples, ce que le peuple sahraoui a fait et encore réaffirmé à l'occasion de son congrès. Oui, beaucoup de choses restent à faire, Pierre Galland, pour avancer vers, donc l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Et c'est un peu l'une des principales revendications pour justement obtenir l'indépendance. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens, Pierre Galland? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour obtenir plus de progrès dans ce dossier? Donc, vous savez comme moi que le Front Polisario, devant les avancées qu'il faisait face à l'armée marocaine dans les années 80 et début 90, que finalement le Maroc a demandé un cessez-le-feu, a demandé une négociation. Cette négociation a eu lieu sous les auspices des Nations Unies et elle prévoyait la mise en place d'une mission des Nations Unies
pour le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord les Marocains ont mis des obstacles à n'en plus finir pour empêcher l'organisation d'abord de l'identification des votants, ce qui a été fait. Il faut savoir qu'en 2000, il y a une liste de ceux qui sont reconnus comme étant, avec l'accord des choufs des deux parties, c'est-à-dire de la partie marocaine et de la partie sahraoui, il y a un accord pour que cette liste soit la liste servante au référendum. Et le Maroc va constater qu'avec cette liste-là, il a perdu de toute façon le référendum. Et donc il va s'obstiner à empêcher le référendum par tous les moyens. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est la responsabilité des Nations Unies. Les Nations Unies ont trahi le peuple sahraoui dans la mesure où elles n'ont pas organisé ce référendum d'autodétermination dans les conditions qui avaient été fixées de commun accord par le Maroc et le Front Polisario. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est une violation caractérisée de ce qu'est le droit international, de respect de ce droit. Alors la responsabilité incombe à l'ONU, Oubi Bouchraya Bachir. Est-ce que faites-vous toujours confiance à la communauté internationale pour tenter de trouver donc une solution à ce conflit? Je crois que la question n'est pas faire la confiance ou ne pas faire la confiance. Nous, on a bien sûr fait le pari total sur la possibilité de décoloniser les territoires du Sahara occidental en conformité avec la légalité internationale. On a fait toutes les concessions et même au-delà du possible pour faciliter la tâche des Nations Unies. À un certain moment, on s'est rendu compte comme quoi tout ce qui reste de ce plan de règlement accordé entre nous et le Maroc sous les auspices de l'ONU et l'Organisation de l'Unité africaine, tout ce qui reste, c'est le cessez-le-feu qui, au fur et à mesure, est devenu un instrument aux mains du Maroc pour consolider son occupation du territoire du Sahara occidental. Nous, et nous l'avons confirmé et réaffirmé durant notre dernier congrès, le 16e congrès du Front Polisario. Oui. On est déterminé à poursuivre la lutte armée, mais en même temps, on est ouvert pour toute possibilité à relancer le processus de paix, mais sur une nouvelle base. On n'est pas là pour reproduire de nouveau le même schéma de 30 ans qui nous a menés pratiquement nulle part. Donc la détermination est là, mais en même temps la volonté de revenir à la table des négociations avec le Maroc pour permettre aux Sahraouis de voter dans un référendum transparent et régulier est toujours intacte. Alors justement, vous l'avez dit, ces dernières semaines, le Front Polisario a organisé donc son 16e congrès qui a abouti à la reconduction, vous le savez, de Brahim Ghali, l'installation d'un nouveau gouvernement. Brahim Ghali qui d'ailleurs aujourd'hui a prononcé un discours à l'occasion des 47 ans de la création de la RASD. On va écouter un extrait et on revient pour commenter. La première étape a été celle de la fondation et de la proclamation, où s'est manifesté d'une part le génie dans l'évaluation et la justesse dans la décision, non seulement vis-à-vis d'un besoin vital dans la recherche, d'un cadre constituant, concrétisant la volonté du peuple sahraoui et ses aspirations à édifier son État national propre et indépendant, mais aussi dans la résistance au complot cynique qui a été révélé au grand jour dans toutes ses illustrations et qui a pour objectif d'en finir totalement avec le Sahara occidental comme patrie, comme histoire, comme peuple et comme identité nationale, ceci avec la complicité honteuse des puissances colonialistes, principalement l'État espagnol ainsi que ses partenaires dans la politique d'oppression, avec à leur tête le régime d'occupation marocain. Donc on vient de suivre un extrait de l'intervention de Brahim Ghali qui réitère donc l'engagement pris lors du dernier congrès, celui d'intensifier la lutte armée. Il évoque également un complot colonialiste qui impliquerait donc le Maroc, l'Espagne et Israël, l'entité sioniste. Quelle est votre réaction, Oubi Bouchraya ?
revenons au congrès du Front Polisario, le 16e congrès du Front Polisario. Je crois qu'à travers ce congrès, qui était un succès remarquable, le Front Polisario, le peuple sahraoui a fait preuve d'une maturité à des égards. D'abord, une maturité politique, puisque les militants du Front Polisario ont eu le temps pour débattre, mais aussi accorder une feuille de route complète avec un programme d'action complet qui correspond aux exigences de la lutte de ce jour, surtout marquée par la guerre et les autres défis diplomatiques. La deuxième considération, c'est la maturité démocratique. Là où les militants du Front Polisario ont soumis toutes les décisions et même les élections des leaders du Front Polisario au scrutin populaire avec toute la transparence, avec le respect des normes internationales. Et je crois que c'était un exercice important et nécessaire, surtout dans notre quête pour l'édification de notre État et se préparer pour demain. Le peuple sahraoui, je crois que ça c'est la particularité de notre lutte. On ne fait pas face seulement au Maroc. Le Maroc a pu entretenir son occupation de notre territoire, c'est grâce aux appuis et aux complots internationaux, surtout de la part de l'Espagne, la France, entre autres. Et aujourd'hui, c'est Israël qui vient au secours du Maroc, pas seulement militairement, mais aussi par des moyens de nouvelles technologies, l'espionnage, offrir toutes les expertises d'Israël pour la diffamation du Polisario et la lutte du peuple du Sahara occidental, induire l'opinion publique internationale en erreur et essayer d'entacher la lutte de notre peuple. Et je crois que 47 ans de résistance, là où le peuple sahraoui a pu maintenir son unité derrière le Front Polisario, qui n'est pas du tout évident, surtout quand on prend l'histoire de différents mouvements de libération nationale à travers l'histoire. Et donc, c'est le peuple sahraoui qui demeure toujours debout, uni derrière le Front Polisario, avec le même objectif qui est l'indépendance du Sahara occidental, malgré tous ces complots et malgré le fait que le Maroc jouit d'un soutien de la part des puissances occidentales. Oui. Alors, je vais justement poser la question à Pierre Galland. Au vu du contexte nouveau auquel nous sommes actuellement confrontés, est-ce qu'on peut dire que la cause sahraoui est à la croisée des chemins, Pierre Galland? Vous savez, les Marocains font preuve d'une très grande faiblesse. En fait, ils ont utilisé depuis 26 ans maintenant des moyens de délation, de financement de partis, financement de parlementaires, financement de voyages, attribution de maisons à ceux qui étaient leurs amis. Enfin, par une série de moyens qui n'ont rien à voir avec le droit international, ils ont tenté d'obtenir en Europe des positions avantageuses, notamment à travers les accords d'association avec l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ont dû faire appel d'abord aux Américains, M. Trump, qui leur a fait cadeau, soi-disant, du Sahara occidental, et à la suite de quoi, à condition, disait M. Trump en tout cas, qu'Israël puisse mettre le pied au Maroc. Et c'est bien ce qui s'est passé. Oui. Quand on connaît la situation du peuple palestinien, quand on connaît les moyens dont dispose aujourd'hui Israël, qui est un des pays les plus assistés du monde, eh bien, vous savez, c'est la preuve de la faiblesse aujourd'hui de la position marocaine. Et je vous dirais qu'au Parlement européen, cela se ressent très clairement. Dans les radios et dans la presse en Europe aujourd'hui, cela se ressent évidemment également. Le fait que le Marocco-Gate ait éclaté au grand jour aujourd'hui met en évidence que le Maroc utilise tous les moyens les plus diffamatoires et les plus malsains pour essayer de sauvegarder une position et de vendre un projet de large autonomie du Sahara inclus dans le Maroc. Et on sait très bien que toutes les puissances coloniales
ont toujours fait des propositions d'autonomie à leurs colonies avant de devoir céder et d'accorder, ou bien en tout cas de permettre l'indépendance des pays colonisés. Et donc aujourd'hui, le Sahara occidental, pour moi, est un espèce d'emblème, parce qu'il est l'emblème d'une unité d'un peuple, l'emblème de la capacité de ce peuple de tenir le coup à travers toutes les vilainies dont il a été les victimes. Et on s'aperçoit que sur le plan international, les choses bougent. Oui. Il y a un mouvement vraiment intéressant à constater. Une prise de conscience de l'importance de cette cause qu'est la cause du peuple sahraoui. Oubi Bouchraya, Pierre Galland parle d'un Maroc plus que jamais en position de faiblesse. Donc il est actuellement en mauvaise posture au regard de tous ces scandales dans lesquels il est actuellement embourbé. Selon vous, quel impact sur la cause sahraoui? Est-ce qu'on peut espérer des progrès réels en faveur de la cause sahraoui après, au vu donc, de la situation dans laquelle se trouve actuellement le Maroc? Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc montre une nervosité totale. Et pour moi, c'est un fait qui caractérise toute occupation ou toute colonisation dans ces derniers jours. Le scandale, le Marocco-Gate, pour nous, ça fait juste partie de toute une machine systématique qui est bien installée depuis l'occupation de notre territoire. Même l'arrivée de l'ONU au Sahara occidental et la création de la MINURSO s'est fait exactement aussi et se déroule avec une machine parallèle mise en place à l'Aïoun occupé, mais aussi à Rabat, pour corrompre et essayer d'influencer les positions des officiers de l'ONU. Ça, c'est Frank Roudy qui a témoigné de cette réalité en 1994 devant le Congrès américain. On se souvient aussi des fameux emails et correspondances officielles du ministère des Affaires étrangères marocain qui a été révélé par le Chris Coleman, là où le Maroc, au cœur de l'ONU à Genève, a mis en place aussi cette machine pour corrompre les officiers de l'ONU. Aujourd'hui, c'est bien sûr une autre dimension au niveau du Parlement européen, mais aussi au niveau de l'espionnage en faisant usage de ce software Pegasus, et qui apparemment tout le monde est espionné par le Maroc, y compris des chefs d'État européens, et aussi ces contrats signés entre le Maroc et cette société israélienne, la société de Jorge, pour diffamer le Polisario et sa lutte. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, on espère qu'après la découverte de ces scandales et la médiatisation qui accompagne ça, et on espère aussi des décisions de la justice belge dans ce sens, que ça serait le début de la perte de cette impunité dont le Maroc jouissait depuis son occupation du Sahara occidental. Le Maroc est devenu un peu Israël de l'Afrique du Nord. Hein. C'est la même impunité, la possibilité de contourner toutes les décisions, de commettre tout acte de crimes et de répression sans qu'il y ait un souci. Et cela profitera incontestablement à la cause sahraoui, Oubi Bouchraya. Ben bien sûr, tout à fait, parce que moi je crois que concernant l'Europe, par exemple, l'Europe, c'est un continent qui se vante un peu d'être le promoteur de valeurs de la démocratie, des droits de l'homme. Ils vont partout dans le monde pour faire la promotion, à l'exception du Sahara occidental, là où l'Europe, jusqu'aujourd'hui, est un peu une partie active dans cette colonisation et cette exploitation illégale de notre ressource naturelle, mais en même temps, cet encouragement du Maroc et des colons marocains pour venir s'installer au Sahara occidental. Et je crois qu'avec les pratiques du Maroc, qui sont maintenant largement diffusées et largement
présenté à l'opinion publique européenne, je crois que les Européens et les parlementaires, mais aussi le Conseil et la Commission ne seront pas dans la même position qu'auparavant et que ça serait le début de cette perte d'impunité et que le peuple sahraoui commence à avoir sa place naturelle au sein de... On continuera en tout cas de suivre ce dossier. Merci Oubi Bouchraïa Bachir pour votre éclairage sur ce dossier. Merci également à Pierre Galland qui était avec nous dans l'échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.